Jean-Benoît Peinturier, maire de Saint-Pathu. Aujourd'hui, vous allez nous parler du PLU. Oui, alors le PLU, plan local d'urbanisme, parce qu'on utilise souvent ce genre de réduction et parfois il faut bien repréciser puisque tout le monde n'est pas forcément au courant de tout. Donc c'est le plan local d'urbanisme, c'est un règlement qui régit tout le mode de fonctionnement en matière de construction, de développement durable, de développement, de circulation, enfin voilà, tous les aspects de la vie quotidienne d'une commune. Alors c'est un document qui est à l'initiative de la commune, bien évidemment, et des élus et de leur projet, de ce qu'ils ont donné aux habitants dans les différentes campagnes électorales en disant on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais c'est surtout un document qui est régi par beaucoup de ce qu'on appelle des documents supracommunaux. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de règlements généraux sur l'environnement, sur les constructions, qui viennent d'entités supérieures à nous et qui doivent automatiquement être intégrées et s'appliquer. Ça veut tout simplement dire qu'une commune ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. En particulier, par exemple, dans la région parisienne, sur le développement de l'habitat, il y a ce qu'on appelle le schéma directeur d'Île-de-France, le SDRIF, qui a identifié des pôles de développement à certains endroits, alors sur de l'habitat ou sur de l'économique ou sur de l'agricole ou des zones naturelles, par exemple, parce que tout ce qui est zone Natura 2000, zone humide, tout ça rentre dedans et ça s'oblige à la commune. C'est-à-dire que le règlement que l'on établit doit prendre ces choses-là en compte. Donc ce qui fait que c'est extrêmement cadré et ce qui fait que c'est un document qui est extrêmement compliqué à réaliser. Nous, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on travaille dessus et qu'on est obligé de s'associer avec des cabinets spécialisés dedans qui nous aident dans l'ensemble de la démarche. Pour pouvoir le changer. Pour pouvoir le faire évoluer. Parce que oui, ce qu'on appelle une révision, c'est un changement. Alors en fait, on ne le change pas complètement. On reprend l'existant. Entre-temps, il y a eu des lois et des dispositifs législatifs qu'on doit adapter. Les lois Allure, les lois ceci, etc. Donc sur les tailles de terrain, sur les constructibilités, sur les hauteurs, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Sur la possibilité ou pas de diviser les terrains, puisque avant des communes comme les nôtres, il y avait des terrains qui étaient assez grands, avec l'impossibilité. On pouvait, nous à notre niveau, par exemple, empêcher les divisions pour éviter d'avoir une deuxième maison. Et puis il y a des dispositifs législatifs qui sont venus contrecarrer ça, donc qui s'appliquent automatiquement à nous. Nous, par exemple, on a toujours l'obligation qui était inscrite dans le PLU d'avoir au moins 800 mètres carrés sur une nouvelle parcelle pour la rendre constructible. Donc quand vous aviez 900 mètres carrés avec une maison dessus, vous ne pouviez pas diviser. Il y a des dispositifs législatifs qui sont venus casser ces systèmes-là et qui s'appliquent. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de divisions de terrain, par exemple. Pourquoi ? Parce que les gouvernements avaient décidé de protéger les terres agricoles et donc il fallait, comme il y a toujours besoin de construction, parce que je rappelle quand même qu'en France, on devrait, pour satisfaire la demande, on devrait construire 500 000 habitations par an. On en est très très loin. Par an. Tout ce qui est social, etc. On en est très très loin. Donc ça veut dire que il y a plus d'offres que de demandes, et donc il y a une pression sur les endroits où on peut construire, et que ça paraît logique, quoi. Alors c'est aussi pour ça, pour éviter de continuer à manger sur les forêts, sur les terres agricoles, etc. Il faut donc réduire. Voilà. Alors ça plaît pas, c'est bon. Après chacun est libre chez soi sur son terrain, puisque je rappelle qu'on est aussi dans un système capitaliste où les gens sont propriétaires de leur terrain. Tant que c'est autorisé par la loi, les gens font ce qu'ils veulent de leur terrain. Alors ça a provoqué beaucoup de difficultés entre voisinage, parce que la maison est trop proche de chez moi. Oui, mais la loi l'autorise. Si les permis sont autorisés. Bien sûr, nous, un maire, alors ça c'est bien que tu me parles de ça, ça va me permettre de redire une chose qui m'énerve au plus haut point, c'est que les gens disent oui, mais le maire a donné le permis. Je rappelle qu'un maire est dans l'obligation d'accorder un permis de construire si le permis de construire qui est déposé est compatible et autorisé par le PLU en règle. Si le PLU dit monsieur vous pouvez faire ça,
je n'ai aucun droit, et heureusement, parce que ça s'appellerait de la dictature, hein. Monsieur, votre tête me revient, je vous autorise à construire, monsieur, votre tête ne me revient pas ou vous votez pas pour moi, je vous autorise pas. C'est la dictature. Donc c'est pas du tout, heureusement que c'est pas comme ça. Mais souvent on dit, bah oui, mais le maire a donné le permis. Oui, si le permis qui était déposé était légal, il ne peut pas faire autrement. Bon. Sinon, c'est lui qui est attaquable. Ou la commune, avec des problématiques financières derrière importantes. Donc là, ça fait référence à des choses qui se sont produites. Qui se produisent, ouais, chez tous, quand on discute avec nos collègues. Oui, moi j'ai eu, en 3 ans et demi de temps, on a eu pratiquement 80 divisions de terrain. Alors, sur 2000 terrains, on va me dire, c'est pas énorme. Bon, mais oui, ça fait des mécontents. Ça existe, et ça a fait, à certains endroits, des mécontents. Avec en plus des choses qui passent dans l'imaginaire public. Ma maison va plus rien valoir, va pas. Alors que pas du tout. On a aujourd'hui sur la commune, là même en sortie de Covid, là on a les maisons qui ont pris quasiment 20 ou 25%. Enfin, on est très attractif, une commune de plus en plus. D'ailleurs, on ouvre 6 commerces. Là, 6 nouveaux commerces, alors depuis des années on n'arrivait pas à en ouvrir. Enfin, voilà, donc c'est un développement important. Pour en revenir au PLU, c'est juste de dire que heureusement que la commune ne fait pas non plus ce qu'elle veut, parce que dans les élus, on n'est pas tous des spécialistes de l'urbanisme. Hein, voilà. Donc c'est aussi pour ça, nous, le développement et la réhabilitation du cœur de ville qui a démarré. On avait pris un cabinet spécialisé en urbanisme pour dire, voilà, on sait que les choses ne vont pas chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas qu'on fasse, à quelle vitesse on peut le faire, voilà. La page est blanche, dites-nous, voilà ce qu'on voudrait faire, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne l'est pas. Et c'est à l'issue de ça, la première mandature, où on avait prévu de réhabiliter le cœur de ville, où les gens nous avaient redonné leur confiance, et nous l'ont redonné là alors que les travaux avaient démarré, parce que voilà, ce que l'on veut faire est pesé, calculé, étalé intelligemment pour ne pas surcharger nos écoles, pour nous laisser le temps de faire les équipements à côté, etc. etc. Et le PLU sert à ça. Il sert à nous permettre d'encadrer les choses de façon à laisser les élus qui ont la vision du terrain et qui ont la vision de ce qu'ils veulent faire, pouvoir le faire tranquillement. Donc est-ce que d'ores et déjà, il y a des choses qui se profilent pour changer ? Des choses importantes? Alors, il y a des choses importantes, non. Il y a plein de petites remarques, parce que, alors, avant l'enquête publique, il y a ce qu'on appelle, la période qui est juste avant, ce qu'on appelle les PPA, les partenaires publics associés, qui dégrossissent énormément, puisque eux regardent la compatibilité avec justement les documents supracommunaux. Donc il y a toute la partie environnement avec la CDPNAF, la partie préfectorale avec la DDT, la direction des territoires, celle qui valide les permis, etc. Donc qui nous a fait tout un tas de petites... Donc toutes les petites coquilles, il y a toujours sur un document qui fait 170 pages, très technique, il y a toujours des petites corrections. Et puis des fois, de plus en plus aujourd'hui, des copier-coller, des petites choses, voilà, des choses comme ça. Après, sur les grosses remarques, il y avait des compatibilités avec la partie environnementale. Alors souvent, c'est des choses qui n'étaient pas précisées, qui étaient déjà dedans, mais qui sont à repréciser pour être bien clair, bien net. Il y a sur les ISDI, alors ce sont des... En fait, c'est un terme qui regroupe un peu tout et n'importe quoi. Nous on a la volonté ici d'autoriser, parce qu'il y en a besoin, ce qu'on appelle des exhaussements de terre. Donc c'est-à-dire quand on est un peu écologique, voilà, en ce moment, faut développer les transports en commun. Très très bien, on est tous d'accord avec ça. Mais pour développer les transports en commun, entre autres à l'intérieur de Paris, ou pour pouvoir permettre l'accessibilité, réduire les voitures dans Paris, etc., il faut creuser des tunnels. Et quand on creuse des tunnels, on la met où la terre, hein? Donc c'est pas des ordures, c'est pas des déchets de construction, etc. C'est de la terre de creusement pour pouvoir faire des transports, donc c'est parfaitement écologique. Bien que la terre sortie comme ça s'appelle déchets. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, au lieu de dire que c'est des terres de creusement de tunnels, on appelle ça des déchets inertes. Alors c'est vrai qu'inerte, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais dans la bouche de celui qui cherche la petite bête, déchets, ça y est, tout de suite, c'est décharge, ordures, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, je le dis clairement et je le répète. D'ailleurs, la preuve, c'est que la partie, au départ, on avait prévu de le faire sur les terres de la commune, et en fait, il nous a été demandé de préciser un endroit, de ne pas l'autoriser partout. Donc, on a précisé l'endroit où, dans le PLU, on va modifier notre premier jet pour dire, voilà, c'est à cet endroit-là que éventuellement
Éventuellement, encore, c'est pas assez. S'il devait y en avoir, on l'autoriserait à cet endroit-là. Mais concrètement, c'est quoi alors? Alors, en fait, ce sont des terres c'est des terres de creusement, c'est des endroits de champs qui sont soit surbaissés par rapport à la rue, ou voilà, et que alors, sur autorisation préfectorale, très encadrée, sur des entreprises bien spécialisées, en fait, on vient stocker des terres, combler pour rattraper un niveau, donc ça permet d'en stocker un certain volume, et à la suite de ça, pour dire que c'est agricole, c'est que par rapport à des décharges qui restent en décharge classique, ces terrains-là sont, une fois que c'est plein, on remet la terre végétale, parce qu'en fait au départ on gratte une partie de terre végétale qu'on met de côté, on met la terre classique et on remet la terre végétale et c'est rendu à l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture va revenir dessus derrière et recultiver. Et vous imaginez bien que les préfectures, etc., n'autoriseraient pas à recultiver au-dessus d'une décharge d'ordures. Ça se fait avec une entreprise en particulier? Alors il y a plusieurs entreprises qui ont des accréditations, etc. et qui répondent de toute façon à des normes préfectorales. Une fois que nous on a autorisé ça, les dossiers, c'est des dossiers qui sont gérés par la préfecture et qui sont très encadrés. Donc j'ai vraiment aucune inquiétude sur ce genre de truc. Et ça fait partie du PLU? Alors le fait de l'autoriser ou pas, ça fait partie du PLU. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Donc vous allez combler des champs avec? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? C'est tout. C'est tout ce que ça. Oui, c'est surtout pas d'autres choses. D'accord, parce que par exemple, il y en a qui récupèrent des terres aussi pour faire des parcours de santé ou pour faire un aménagement. Oui, alors j'ai une commune pas très loin, une commune amie dans notre commune Iverny qui l'a faite. Alors en fait, l'entreprise qui avait faite, comme c'était un endroit qui appartenait à la commune et qui n'était pas utilisé en terre agricole, l'entreprise a proposé d'aménager en parcours de santé dessus. Bon, nous, a priori, le propriétaire qui souhaiterait faire ça sur son terrain, parce que ce n'est pas des terrains qui appartiennent à la commune, hein, c'est aussi un propriétaire privé, lui veut le rendre à l'agriculture derrière. C'est long, hein, la première délibération qui lançait la révision du PLU date de 2015. Vous voyez, alors, parce qu'il y a toute une phase avant de consultation, on a fait des réunions avec des habitants, on a fait des réunions d'explication, et puis il y a quelque chose qui est avant, il y a 18 mois, qui s'appelle le PADD, qui est le plan de développement durable qui doit présenter et qui doit regrouper déjà à peu près à mi-parcours un certain nombre d'éléments qui ne peuvent plus changer derrière. Donc voilà, c'est un très gros travail, hein, c'est très compliqué. C'est évidemment quelque chose qui est très technique, donc qui est très facile à critiquer. c'est toujours comme ça. Mais c'est important parce que c'est quand même un document qui régit la vie quotidienne, qui va vous dire, voilà, vous pouvez faire une clôture de tel type, de telle hauteur et de tel coloris, et qui va jusqu'à, on peut accueillir une entreprise qui va offrir plusieurs centaines d'emplois sur la commune. Il y en a une qui ne va pas tarder à nous déposer un permis de construire sur notre zone d'activité qui n'a pas bougé depuis très longtemps, avec une énorme surface, plusieurs centaines d'emplois, et ça c'est important pour les gens, quoi. Voilà. C'est quelque chose de très abstrait dans la connaissance des gens, et c'est pourtant quelque chose qui règle leur vie tous les jours. Oui, parce que quand on envoie une demande de clôture, de construction de clôture à la mairie ou d'ajout à sa maison, on ne comprend pas pourquoi ça pourrait être éventuellement refusé. Voilà, c'est juste parce que ça rentre dans des normes. Voilà, ça rentre dans des normes. Le plan local d'urbanisme l'autorise ou ne l'autorise pas. C'est aussi pour ça qu'on a consulté les habitants et qu'on a beaucoup écouté et qu'on s'est inspiré aussi de tous les dépôts de permis qu'on avait ou qu'on refusait des fois pour des choses. Je vais vous donner un exemple simple. Sur la première mandature, j'ai un jour un couple d'anciens qui sont malheureusement décédés aujourd'hui, qui vient me voir et puis qui me dit en pleurs dans le bureau, enfin qui arrive à l'accueil en pleurs, donc l'accueil vient me voir, je les reçois évidemment, et en pleurs en me disant, monsieur le maire, pourquoi vous m'avez refusé mon permis sur ma clôture? Alors c'était pas un permis, c'était juste une déclaration, puisque c'est pas un permis, c'est une déclaration préalable, enfin bon, très compliqué pour les gens, le langage urbanistique c'est... et en fait c'est simplement que c'est des gens qui avaient un petit peu de moyens et qui voulaient faire quelque chose de beau. Et la clôture, ils avaient pris quelque chose qui imitait le bois, mais qui était en matériaux composites, et en fait, tout simplement,
à l'époque où le PLU avait été fait en 2004, ce type de matériaux pour les clôtures n'existait pas. Donc c'était pas précisé dedans qu'on pouvait faire, c'était en bois ou en grillage, ou en béton, si c'était un mur, etc. Mais le matériau composite n'était pas clairement indiqué. Donc le service ne pouvait pas délivrer une autorisation sur quelque chose qui n'était pas autorisable. Ce qui est dans le fond idiot, parce que ce qu'ils faisaient, c'était bien, c'était joli. On leur aurait donné une autorisation. Donc il faut savoir... Et on ne peut pas mettre d'alinéa en disant... Alors, il faut savoir être souple. On a modifié la chose pour permettre ce genre de choses. Alors, tant que c'est des choses qui ne nécessitent pas des visites de conformité, qui n'empêchent pas de vendre derrière, il faut savoir être souple, dire aux gens, écoutez, ça, oui, on va le changer, vous pouvez faire, ou ça, non, ça ne changera pas, vous ne pouvez pas le faire parce qu'un jour, vous aurez un problème. Si, voilà. Donc, ça a été résolu, le problème de ces gens? Oui, oui, on avait une petite modification pour autre chose qui était dedans, donc on avait inclus rapidement pour qu'ils puissent le faire. Je leur avais dit, vous attendez, ça va prendre quelques mois, parce qu'on peut faire des... là, c'est une révision, mais sinon, régulièrement, pour des petites choses comme ça, on fait ce qu'on appelle des modifications, qui n'ont pas besoin ni d'enquête publique, ni machin, etc., mais qui sont des petites choses mineures. Alors, c'est pareil, c'est réglementé, ça, on ne peut pas faire une modification comme on veut sur un gros sujet. Hein, mais... Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Je me rends compte aussi au service urbanisme qu'on essaye de plus en plus de démocratiser les choses. Parce que avec les constructions, on a souvent des gens qui arrivent qui sont perdus. Qui nous disent... Dans les méandres administratifs. Non, et puis l'urbanisme, quand vous recevez un document, quand vous êtes dedans, comme nous, qui le gérons tous les jours, on a compris maintenant, on a l'habitude, on a appris, on sait ça. Quand vous faites une construction une fois dans votre vie, ou un agrandissement, un machin... Est-ce que c'est un permis, une demande, une autorisation? C'est ça, et puis même après on vous demande des pièces complémentaires, une vue machin, un truc... Donc, très sincèrement, si on vous dit pas, attendez, ce qu'on vous demande c'est ci, c'est ça, si on se pose pas avec vous et qu'on n'est pas un peu pédagogue, je comprends que les gens pètent des plombs. Et alors l'inconvénient, c'est que le fait de ne pas être clair, les gens font sans autorisation. Bien sûr. Alors, non, c'est trop compliqué. Voilà. Et derrière, alors c'est compliqué parce que quand vous faites un... Alors, avant, ça passait tout seul. Aujourd'hui, au moment de la revente, les notaires sont tenus d'avoir des attestations de conformité, etc. Donc quand vous avez fait une construction qui nécessite juste une déclaration, ça peut se régulariser, mais des fois on a des gens qui ont fait des travaux, et en fait ce qu'ils ont fait comme travaux, s'ils avaient déposé un permis, le permis n'aurait pas été accepté. Donc là, des fois, on est dans des situations où les gens ne peuvent plus revendre leur maison. Oui, c'est ça, c'est pas forcément sur le moment. Ah, c'est pas forcément sur le moment. Ça peut être beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que après, il y a une question d'honnêteté aussi. Hein. C'est-à-dire que en France, par rapport à la vie en société et par rapport à tous les services dont vous bénéficiez, il y a des impôts qui sont calculés, entre autres le foncier, sur la taille de la maison, sur le confort de la maison, etc. Si vous en avez que la moitié qui est déclarée et que vous spoliez la collectivité, mais vous spoliez vous et vous spoliez vos voisins de recettes qui rentreraient dans les caisses de la commune et qui seraient redistribuées sous forme d'encadrant aux écoles, sous forme de trousses qu'on distribue à la rentrée, sous forme de terrain de sport, voilà, tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, entre guillemets, arnaquer la société en disant tiens, je devrais payer tant, mais j'en ai déclaré que la moitié, comme sur les impôts sur le revenu, hein, par exemple, et puis dire derrière, oui, mais on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas suffisamment... oui, la règle, elle est comme ça, elle est pareille pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie, de bien expliquer aux gens que tout doit être... Les gens peuvent s'adresser en mairie. Au service, ils viennent au service, ils disent voilà, je voudrais faire ci, qu'est-ce que je dois faire? Et là, on leur dit. Si c'est une clôture, c'est juste ça. Si c'est une piscine, si elle est telle taille, tel machin, c'est juste ça. Ou sinon, c'est ça, etc., etc. Mais une piscine à détruire, c'est aussi déclarable. Ah oui, tout ce qui est à construire ou à détruire nécessite une déclaration. Oui. Et souvent, les gens se disent tiens, je démolis la maison là, il faut un permis de démolir. Et donc, c'est pas la mairie qui dit oui, c'est ok, c'est dans l'enquête, ça passe dans l'enquête. Ah, ça passe dans l'enquête publique. Oui. Voilà, donc... C'est dans la procédure. Toute remarque, nous on a sorti un document officiel, toute remarque pour modifier ce document-là doit être produite dans l'enquête publique. C'est-à-dire que moi je ne peux pas, à la fin de l'enquête publique,
moi, mairie, sans avoir eu une remarque sur un sujet, modifier ce qui a déjà été Dire écrit. oui, je vous autorise à aller jusqu'à la clôture. Voilà, voilà. Ou même dire, moi, si j'ai pas eu de remarque, par exemple, si l'entreprise m'avait pas fait la remarque, après la fin de l'enquête publique, dire, bah non, tout compte fait, on autorise juste. Non, non. Il faut que la remarque ait été produite au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique et que le commissaire enquêteur nous la retranscrive en nous disant, est-ce que vous souhaitez la prendre en compte ou est-ce que vous ne souhaitez pas la prendre en compte. Mais nous, on n'a plus le pouvoir, à cette étape-là, on n'a plus le pouvoir de modifier sans qu'il y ait eu le pouvoir de modifier, il était aux remarques des PPA pendant la période qui était juste avant. Est-ce que d'ores et déjà, là, on sait s'il va y avoir du changement sur les constructions individuelles, sur des lots à bâtir? Nous, on l'a fait, c'était une demande d'habitants qu'on avait rencontrés, que j'ai vu régulièrement. On a durci un petit peu la règle sur la proximité. C'est-à-dire que dans les divisions de terrain, vous avez des divisions de terrain qui sont totalement logiques et normales. Je prends par exemple quelqu'un qui a un grand terrain et qui a sa maison là, sur un bout du terrain, qui a la rue qui passe, il découpe, les gens ont 10, 15, 20 mètres de façade directement sur la rue. Ça paraît que les réseaux passent devant, etc. C'est tout à fait logique. Après, on a des découpages qui sont parfois un peu tarabiscotés. En deuxième partie, en machin, etc. Bon. Donc ça, comme avant il n'y avait pas de souci, le PLU n'était pas forcément adapté. On a aujourd'hui, nous, fait bien attention à 6 mètres de chaque côté, 6 mètres au fond, pas de fenêtre en vis-à-vis d'autres terrains, etc. Donc on a durci un petit peu la règle pour que ce soit toujours possible, parce qu'on ne peut pas l'interdire. C'est-à-dire que si on met des règles trop restrictives par rapport à ça, les autorités, la DDT nous aurait dit vous ne pouvez pas faire ça, il faut le réglementer. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que les gens disent, il n'y a qu'à interdire les divisions. Oui, si je mettais que les divisions de terrain étaient interdites, la préfecture me tombait dessus, il m'interdisait de le laisser comme ça écrit, ou il m'aurait fait un recours pour le modifier derrière. Parce que on n'a pas le droit d'inscrire ça. On a des documents supracommunaux qui nous disent, non, vous êtes obligé de les autoriser. Alors après, vous pouvez les réglementer jusqu'à une certaine limite. Parce qu'évidemment, si on avait mis faut 20 mètres de chaque côté des maisons, aucun terrain, 40 mètres sur 40 mètres, donc ça devenait impossible. Voilà, faut être bien au fait de toutes ces choses-là. C'est que on a une petite marge de manœuvre, mais on ne fait pas tout ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a des zones dans Saint-Patu, des zones identifiées Est-ce qu'il y a des zones identifiées dans Saint-Patu dont on sait qu'elles vont changer? Du tout. Sur le PLU là, on a modifié que la zone où il va y avoir la résidence senior. Parce qu'en fait, c'est une résidence qui va être faite par un bailleur social, donc c'est considéré par du logement. Donc elle est où cette à côté du centre culturel des Brumis, dans l'espace boisé classé là, qui a un petit havre de paix, qui est vraiment destiné à ça, où c'est un terrain qui était mis en équipement public. Parce qu'en fait, au départ, on aurait bien aimé avoir un EHPAD ou quelque chose comme ça, mais c'est pas nous qui décidons, c'est l'ARS, et aujourd'hui, ils en font plus. Donc pour pouvoir faire une résidence typée un peu plus pour les seniors, il fallait passer par un bailleur social et des systèmes de résidence seniors, qui sont aidés, subventionnés par la préfecture, machin, etc. Bon. Et en fait, pour pouvoir valider le permis de construire dans l'avenir, au lieu d'être en équipement public, il fallait que ce soit en habitat. Donc c'est le seul endroit qu'on a modifié, très restreint à un endroit, avec une OAP, disant que c'est fait pour ça, donc ça limite vraiment à ne pas pouvoir faire n'importe quoi d'autre que ce qu'on veut. Donc tous les terrains aujourd'hui qui vont accueillir la phase 2 et la phase 3 du centre-ville étalée sur les prochaines années sont tous des terrains qui étaient déjà constructibles, alors laissés à l'activité agricole, mais déjà constructibles depuis la création du PLU en 2004. Pourquoi? Parce que ça, par exemple, ce sont des terrains qui avaient été identifiés par des documents supracommunaux comme le SDRIF en disant ici, ça, ce sera destiné, à un moment ou à un autre, à faire de la construction. Comme quoi? Comme quoi? Comme quel endroit? Comme les parcelles autour du centre-ville. Le champ derrière le stade, et puis la partie ici qui vient jusqu'à la mairie. Tout le cœur de village. Tout ça, c'était des terrains, alors ceux qui étaient déjà construits, c'était déjà construit, mais pour la partie du champ derrière, où on a des fouilles pour l'instant, ce sont des endroits qui étaient déjà destinés à la construction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux côtés du champ étaient prévus à ça,
et que par rapport au développement et par rapport à l'évolution, on sanctuarise la partie de droite en terre agricole, donc c'est quelque chose qui ne l'était pas, donc on développe la terre agricole plus que la constructibilité. Donc j'aime bien les critiques qui disent qu'on fait que de la construction et qu'on détruit la terre agricole, c'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, sur le territoire communal, il y a plus de terre agricole que de terre construite. Décalé au bout, en bordure, mais il y a 48%, je crois, de terre agricole contre 46% en construction. Puisqu'après, il y a les zones humides, les routes, les machins. Ah oui, il n'y a pas que la terre agricole et les constructions, Ah bah oui, il y a aussi d'autres zones. Il y a d'autres, voilà, il y a tout ce qui est zone humide, il y a tout ce qui est parc, etc. Tout ça, c'est des choses qui rentrent pas dans ces... C'est pour ça que ça fait pas 100%. Donc voilà, donc oui, je suis très tranquille là-dessus et très transparent. C'est-à-dire ce qu'on a dit depuis le début et ce qu'on a expliqué et ce sur quoi les Pathusiens nous ont octroyé leur confiance reste évidemment d'actualité et évidemment on n'a pas changé les choses, on n'a pas trahi notre parole et on fait les choses intelligemment et dans l'ordre. Hein. Alors c'est très simple, hein. Souvent les gens, on va venir sur le sujet le plus sensible qui est les écoles. La première partie du centre-ville, 210 logements, ça y est, ils sont tous arrivés là, ils sont en train de livrer les logements sociaux, les terrains à bâtir sont construits. Ce qui m'opposait à mes opposants pendant la campagne, c'était qu'il faut construire une troisième école avec tout ce que vous construisez, monsieur le maire, ça ne tiendra jamais. Centre-ville dans la grande rue là. Dans la grande rue, oui. À la rentrée scolaire, là, on a une fermeture de classe à Vivaldi. Parce que on a piloté et on a étalé dans le temps. On a fait étudier la capacité que notre commune avait à accueillir les gens. Donc on a pris du temps, on a décalé le lancement des travaux, etc. pour que tranquillement, au moment où les gens arrivent, on ait la place dans nos écoles. On a construit des infrastructures, le centre culturel en est une partie, le stade qui va, le complément du stade qui va arriver en est une deuxième. Voilà, au fur et à mesure où la population augmente, on augmente ce qui nous revient, c'est-à-dire la petite enfance, les écoles et des infrastructures. On va construire un centre de loisirs maternel, on avait un centre de loisirs primaire, on construit en 2022-2023 un centre de loisirs maternel, et puis un deuxième gymnase par la suite, etc. etc. Voilà, donc c'est parfaitement piloté, intégré, prévu, et puis voilà, c'est pas des décisions à l'emporte-pièce faites n'importe comment, surtout pas, c'est ce qu'on a subi nous quand on est arrivé, par méconnaissance de nos anciens, je ne tire pas sur l'ambulance, c'était difficile, il y avait parfois pas d'études, pas de pistes, voilà, et puis vous avez dans notre région, dans nos régions, vous avez aujourd'hui une très grande pression sur le foncier. Il ne faut pas se nier. Tout le monde se bagarre pour construire, pour développer. L'aéroport, il y a eu un petit coup de frein avec le Covid, mais c'est évident que ça va repartir, on le sait tous. Le développement économique, aujourd'hui, le développement, il vient chez nous. 93 et 95, tout est construit, il n'y a plus de place. Donc forcément, ça vient vers chez nous. Donc il faut le faire intelligemment, réfléchi, il faut éviter le maillage et les petits trucs à droite à gauche partout, il faut faire des pôles bien identifiés. Mais les gens qui travaillent, il faut bien les loger sur place, il faut bien qu'ils circulent, donc l'État doit aussi prendre ses responsabilités, hein, parce que les grands axes de circulation où on met 20 ans à réagir et à faire les choses, c'est pas raisonnable de la part de l'État. Et la classe qui ferme, c'est laquelle Alors je ne sais pas, parce que la répartition, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est au nombre d'élèves. Il y a une baisse d'élèves, hein, on est pratiquement à une centaine d'élèves en moins par rapport au pic de 2013-2014 où on avait monté. Malgré la prévision des... Mais bien sûr. Une commune comme la nôtre, c'est 50 constructions par an pour maintenir le niveau. Vous avez 50 constructions. Alors quand je parle de construction, c'est construction pour accueillir des enfants. C'est-à-dire que si vous faites 50 pavillons, c'est bien. Si vous faites 100 T2 ou T3, qui accueillent des jeunes ou sans enfants ou des anciens avec du ou les enfants grands, vous générez pas d'enfants dans les écoles. Hein. Ça aussi, il faut regarder la typologie des choses qui sont faites. Si vous construisez des bâtiments qu'avec des T4, vous allez avoir que des familles avec des enfants. Si vous construisez des bâtiments qu'avec des T2, vous n'avez pas d'enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut réfléchir un petit peu, parfois il y a certains qui ont du mal. Donc il y a cette typologie-là, ça fait sur les 10 dernières années, enfin sur les 12 premières années de mes deux premiers mandats, donc on aurait dû construire 50 x 12, 600,
pour maintenir. On avait construit à peine 180, on l'a dit pendant la campagne. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le parcours, 3 ans de maternelle, 5 ans de primaire, 8, 10 ans après, c'est normal que ça baisse. Mais on l'avait aussi piloté pour dire, voilà, comment on va faire des constructions. Il faut qu'au moment où on fasse ces constructions, il y ait la place pour accueillir les enfants. Quand je vous dis que c'est piloté et réfléchi, ça a été fait intelligemment, bien évidemment.